Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du jeu Time Stories, un jeu dont j'ai déjà parlé, mais là je vais vous parler du cycle bleu qui est le nouveau cycle de Time Stories, qu'on pourrait qualifier de nouvelle saison ou de nouvelle version. Voilà, c'est une sorte de version 1.2 ou une version 2 du jeu. Pardon. Et ce jeu-là, j'en avais parlé déjà il y a un moment, où j'avais fait une revue du jeu, du premier cycle, qu'on appelle maintenant le cycle blanc. Donc Time Stories, le cycle blanc, c'est un jeu qui est sorti, on va dire, il y a peut-être 4-5 ans. Je ne me rappelle plus exactement, qui contient 9 scénarios, et puis ces 9 scénarios, on va dire, qui s'inscrivent dans une sorte de contexte narratif, et puis qui utilisent des règles, un cœur de règles, qui est décrit dans une boîte. C'est-à-dire que pour jouer à Time Stories, dans le cycle blanc, il faut s'acheter la boîte de base qui contient déjà un scénario, et puis après, chaque boîte comme ça est un scénario qui se joue en utilisant du matériel de la boîte de base. Ils ont changé ce concept-là pour les cycles bleus. Maintenant, il n'y a plus de boîte de base, il y a juste des boîtes individuelles qui contiennent toutes les règles et tous les éléments pour pouvoir jouer un scénario. Alors, comme je vais faire une revue, je ne vais pas aller dans le détail des règles, je vais juste décrire un petit peu les concepts, et puis je vais le faire de façon encore plus superficielle, étant donné que j'ai déjà parlé de ce jeu-là. Donc, je vais surtout relever, je pense, les différences entre le cycle bleu et le cycle blanc. Ça peut peut-être intéresser les personnes qui hésitent à continuer à jouer à ce jeu-là, qui ont déjà joué au premier scénario du cycle blanc. Peut-être à des personnes qui ont essayé le cycle blanc, des scénarios du cycle blanc, de la première version de Time Stories donc, et puis qui avaient trouvé certains défauts. Il y en a peut-être certains qui sont gommés par cette nouvelle version. Et puis moi, mon feedback, il se fait uniquement sur ce scénario-là, qui est sorti en début d'année. Pour l'instant, c'est le seul qui est paru. Enfin, il y a un scénario de démo d'Amiens qui est paru, mais malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de mettre la main dessus. Mais je pense que ça me donne déjà une bonne vision des différences, en fait, avec ce scénario-là. Donc voilà, il est sorti il y a un petit moment, celui-là, je ne colle pas trop à l'actualité parce que j'avais pas trop le temps, mais ça me fait plaisir de parler de jeux comme celui-là, donc je vais probablement parler encore de jeux qui sont sortis il y a un petit moment dans les prochaines semaines ou prochains mois. Alors, juste pour resituer le contexte de Time Stories, très rapidement pour les personnes qui connaissent pas le jeu ou qui ont un petit peu oublié ce que c'était, je vais juste vous redonner un petit peu le contexte. Time Stories, en fait, c'est un jeu qui est narratif. C'est le meilleur moyen de le définir. Certaines personnes disent que c'est un jeu qui est une sorte de mix entre du jeu de rôle et puis du jeu de plateau. Moi, je trouve que cette définition, elle ne collait pas très très bien à la première version de Time Stories, au cycle blanc. Et puis, je trouve que ça colle toujours pas à cette nouvelle version-là, même si jamais on est un petit peu plus proche de ça. Pour moi, la meilleure façon de le décrire, c'est que c'est vraiment un jeu qui est narratif et purement narratif. Alors, le contexte, c'est qu'on incarne des agents spatio-temporels qui travaillent pour une agence, et puis on voyage à différentes époques, différents univers, pour fixer des problèmes qui sont en relation avec le continuum espace-temps, on va dire. Donc c'est très superficiel que je vous dis là, mais voilà. C'est pas, c'est pas forcément important de rentrer dans les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se balade à une certaine époque, on visite des lieux, et puis on a des interactions avec des lieux ou des personnages qui sont sur ces lieux à travers des cartes. Donc le matériel principal pour jouer à Time Stories, c'était des cartes dans la première version, et puis ça reste des cartes dans cette nouvelle version. Et puis, c'est un jeu qui fait la part belle, je pense, à l'exploration. Voilà. Donc en gros, c'est si vous aimez en fait des jeux qui sont très narratifs, vous aimez explorer, découvrir, eh ben il a des chances de vous plaire. Alors, si je décris très rapidement les règles, enfin les différents concepts qui existaient déjà dans le cycle blanc, et puis après je vais m'attarder un petit peu sur les différences. Dans le cycle blanc, en fait, dans la boîte de base, vous aviez des éléments qui vous servaient à encadrer un petit peu les règles de jeu. Et puis dans chaque boîte comme ça, vous aviez le principal, c'était des scénarios, et puis des scénarios, c'était des cartes. Elles étaient toutes à ce format-là. Et puis sur ces cartes, qu'est-ce qu'on avait? Alors, je n'ai pas vous les dévoiler, je ne vais pas vous spoiler la vidéo. On avait des lieux qu'on pouvait explorer.
On avait des objets qu'on pouvait trouver. On avait le plan de l'endroit où on se situait. Donc le plan qui référençait les différents lieux qu'on pouvait explorer à travers les cartes. Et puis sur les cartes, qu'est-ce qu'on a? On a des panoramas. Donc on peut décider de se placer sur certaines cartes pour visiter des éléments du panorama. Et puis au verso des cartes, il y a un texte qui décrit ce qui se passe. Donc on se balade de lieu en lieu. Il y a des interactions. Il y a également des personnages qu'on va incarner parce que le principe de voyage dans le temps dans Time Stories, c'est que notre esprit, il va occuper le corps d'hôtes, un petit peu comme dans Code Quantum, la série des années 90, si vous connaissez. Et puis donc on avait des mini-feuilles de personnages avec des caractéristiques, quelque chose d'assez basique qui ressemble à ce qu'on a dans les livres dont vous êtes le héros. Et puis parfois on avait des jets de compétences à faire avec des dés, etc., etc. Voilà, donc c'était un jeu très narratif, où on incarnait un petit peu un personnage, on se baladait dans des lieux, on découvrait des choses. Et puis on avait des jets de compétences à faire, donc ça c'était pour les composantes un petit peu jeu de rôle. Alors dans cette nouvelle version de Time Stories, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de plus avoir de boîte de base. Tous les éléments de jeu sont dans cette boîte. Ça veut dire qu'on a un livret de règles qui décrit les règles. Et je peux déjà vous dire que les règles, en fait, elles sont un poil plus étoffées que dans la première version. Et que même si le jeu il reste assez facile à appréhender, il est, je pense, un peu moins accessible que le cycle blanc. Mais bon, c'est relatif parce que c'est pas des règles complexes, hein, Time Stories. C'est même assez basique. Donc on a des règles et puis on a différents éléments comme des petites gemmes et puis des tokens. Alors, je vais d'abord parler des éléments qu'on retrouve dans cette version et qu'on avait déjà avant. Alors, le principal, c'est les cartes. Donc là, j'ai 2 decks de cartes. Avant, parfois, on pouvait également avoir, ils viennent emballés comme ça, hein, mais avant, on pouvait également avoir plusieurs decks de cartes. Et puis dans ces decks, on a donc les lieux. Je peux juste vous mettre le premier, c'est vraiment un mini spoil parce que vous le voyez d'entrée de jeu. Donc il y a des personnages qu'on peut incarner. Ils sont ici. Maintenant, il y en aura à chaque fois 4. Avant, parfois, il y en avait un petit peu plus. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, c'est mineur comme spoil, hein, parce que vous découvrez ça dans les premières minutes de jeu. Et puis, vous aviez des cartes qui formaient un panorama. Je ne vais même pas toutes les mettre. Celle du premier, voilà, comme ça. Et puis, au verso, ben, vous avez... Bon, alors là, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose. Mais au verso, vous avez des éléments narratifs où parfois, il faut faire des... Voilà. Parfois, il y a des surprises avec des jets de compétences à faire, etc. Et puis on se baladait donc sur ces lieux, comme je l'ai dit. Mais le principal, c'était ces cartes-là. Et puis avec ces cartes-là, on avait également, enfin dans le deck de cartes, on avait également des objets. Alors maintenant, les objets, ils sont sur un deck plus petit que celui-là. Mais en gros, il faut vous dire que ce deck-là, tout ça, les éléments, c'est un petit peu comme les objets ou différentes choses qu'on pouvait avoir avant, qu'on pouvait récolter et puis garder. Donc, pour l'instant, ça, c'est exactement pareil. Là-dedans, il y a quoi encore? Un petit plan des lieux que vous allez pouvoir visiter. Bon, ça, avant, c'était une carte avec ce format-là, comme les objets. Donc ça, c'est toujours pareil. Donc je vais y mettre là. Et puis vous avez ça c'est nouveau. Donc je vais y mettre de côté. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Et puis ça, c'est nouveau. Alors ça, c'est un élément qui est totalement nouveau, qu'on n'avait pas avant. Je vais vous en parler à la fin. Et puis ces 3 éléments, qui sont des nouveaux éléments, sont des évolutions des mécaniques qui existaient avant. Et c'est sur 3 éléments, je pense que ça vaut le coup de s'attarder. Alors, le plus structurant, c'est celui-là. Après, je dirais que c'est celui-là, et après, c'est celui-là. Alors, dans la première version de Time Stories, dans la boîte de base, comme je l'ai dit, il y avait des éléments de règles, des éléments de physique qui nous permettaient de jouer les scénarios, de structurer en fait justement les mécaniques. Et puis un des éléments qu'il y avait dans la boîte de base, c'était un plateau pour pouvoir placer en fait nos cartes. Bon, ça c'était plus esthétique ou façon à nous aider à organiser le jeu qu'autre chose. Mais sur le plateau, il y avait également une piste de temps. C'est-à-dire que quand on voyageait dans le temps, on ne pouvait pas faire n'importe quoi, on ne pouvait pas se balader pendant
Enfin, voilà, on ne pouvait pas tout visiter, il fallait faire des choix, parce qu'on avait un nombre de... Enfin, le temps qu'on avait pour visiter, pour résoudre la mission, il était borné. Et puis quand on avait épuisé cette piste de temps, eh ben, on recommençait. À la manière d'un jour sans fin, en fait, on revivait à chaque fois les mêmes journées, mais on explorait les choses d'une façon différente. Et puis on tombait pas dans les mêmes pièges, etc., etc. Il y avait un côté un petit peu répétitif là-dedans, mais à partir du moment où on ne faisait pas trop de run, si on rentrait vraiment dans le jeu, c'est quelque chose dont j'avais parlé dans la première vidéo, c'était assez plaisant parce qu'on avait vraiment la sensation de refaire et de s'améliorer en fait au fur et à mesure des runs. Un run, c'était en gros un voyage dans le temps. Donc ce concept-là, il a été balayé. Avant, on avait donc quand on se déplaçait sur les lieux, ça coûtait du temps. Quand on faisait des jets de compétences, ça nous coûtait du temps. Quand on se déplaçait, même dans les différents environnements, ça coûtait du temps. Tout ça, ça a été gommé. Et puis on va dire qu'à la place, à nouveau, je ne vais pas rentrer dans le détail des règles, on a ces éléments-là qui remplacent le temps qu'on nous alloue. Alors fondamentalement, on pourrait dire que c'est la même chose parce que ça s'appelle des Azrak. C'est lié aussi à la nouvelle façon de voyager dans le temps. Là, je ne vais pas rentrer pour l'instant dans le détail du background. Mais si jamais je résume ça trivialement, on va dire que c'est une sorte... C'est comme de l'énergie, voilà. C'est de l'énergie qu'on a et c'est ce qui nous permet de garder le lien avec les autres qu'on incarne, en gros. Donc il n'y a plus ce concept de run, ça a disparu. Donc il n'y aura plus, presque plus cette notion de répéter les choses. À la place, on a des Azrak, c'est un pool d'énergie qui nous permet de la même façon de visiter des lieux, de faire des choses. Et puis quand on veut se déplacer dans des lieux, on va dépenser des Azrak. Puis quand on veut faire des jets de compétences, on va également dépenser des Azrak. Voilà. Donc à la place d'avoir un pool de temps, voilà, d'unités de temps, maintenant on a un pool d'Azrak. Alors globalement, au niveau de la dépense, c'est un petit peu similaire parce que ça implique le fait qu'on doit faire des choix, on ne peut pas tout visiter. Ou alors si on le fait, le succès sera moindre, on va dire. De ce côté-là, c'est un petit peu plus permissif dans cette nouvelle version. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'échec au niveau du run. Et puis les personnages qu'on incarne ne peuvent pas mourir non plus. Mais voilà, on peut perdre le contact avec eux. On essaye toujours d'optimiser un petit peu son parcours. Moi, j'ai l'impression qu'en jouant ce premier scénario, Adal Project, on va peut-être plus optimiser les lieux sur lesquels on arrive. Par contre, on va moins... C'est pas qu'on va moins optimiser les différentes places qu'on voit, en fait, les différents lieux. Mais j'ai l'impression qu'avant, lors d'un run, on se disait, ok, je vais peut-être voir que 3 lieux. Par contre, j'explore tout sur ces 3 lieux-là. Puis dans un autre run, je vais changer ça. Alors que là, je vais explorer tous les lieux. Par contre, sur les lieux, j'explore au sein d'un lieu, j'explore pas tout. J'ai l'impression que ça s'est un petit peu déporté, en fait, l'optimisation. Mais ça, c'est prématuré pour avoir un jugement parce que j'ai joué que à ce scénario-là. Voilà. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on avait un concept avant, il a évolué, et il a évolué de façon positive parce qu'on n'a plus le sentiment de répétitivité. Malgré ça, moi, je trouve qu'on y perd un petit peu en termes d'ambiance parce que le fait de refaire les choses, du moment qu'on ne les refaisait pas trop, puis selon certains scénarios, c'était mieux rendu que d'autres, on avait vraiment l'impression de voyager dans le temps et voilà, et de refaire des choses, etc. etc. Donc ça, c'était ce côté voyage dans le temps, je le ressens plus en fait dans le premier cycle de Time Stories. Ici, je ressens plus le fait de voyager dans des univers plus que dans le temps. Puis quand je vais vous parler un petit peu du background, je pense que vous allez voir que je pense qu'ils ont mis l'accent un petit peu là-dessus. Voilà. La deuxième chose qui a changé, c'est ces cartes-là. Avant, quand on faisait des tests de compétences, ou même quand on se baladait d'un lieu à un autre, il fallait jeter des dés. Et puis ces dés, c'était en gros ce qui déterminait les succès ou les échecs. Et puis on pouvait perdre du temps justement si jamais on accumulait des échecs, etc. Alors là maintenant, les tests de compétences ne se font plus comme ça. On a des cartes destin dans lesquelles il y a des valeurs. Alors, hop, plus 1, voilà, là je monte très très vite pour pas trop gâcher, mais ça va de -2 à +2. Vous avez des valeurs de compétences. Quand vous voulez faire un test de compétences, vous tirez une carte, vous appliquez le modificateur. Vous pouvez booster votre test de compétences avec des Azrak.
Vos compagnons peuvent vous aider également, et puis à la fin, ça détermine un jet, enfin une valeur, et puis cette valeur, vous la comparez au résultat que vous deviez faire. Et ça remplace les dés. Alors, ça, c'est vraiment une évolution qui est vraiment nettement mieux. Là, on a que des points positifs en fait à avoir cette évolution. C'est vraiment une amélioration du mécanisme de base. Parce que c'est vrai que les dés, si on faisait un test de compétence, on va dire un test de compétence de discrétion sur un événement qui était mineur, puis qu'on réussissait, on était content. Mais si jamais on se loupait sur quelque chose qui était majeur, et qu'on se loupait peut-être 2 ou 3 fois, parce qu'on n'avait vraiment pas de chance au dé, ça pouvait complètement nous plomber un run. Donc, il pouvait y avoir un petit peu de frustration, parce que la part aléatoire, si on n'avait vraiment pas de chance, c'était assez bien réparti, hein. C'est assez rare qu'on se plante complètement que à cause d'un jet de dés, mais voilà, on va dire que on était plus dépendant du hasard. Alors que là, on peut influencer en fait le résultat, et puis au bout d'un moment, on va connaître en fait, vu qu'on les défausse ces cartes, on va savoir ce qui reste dans le pool de cartes. Donc on va pouvoir jauger un petit peu la difficulté et comment on doit se booster. Donc on peut plus facilement influencer sur le résultat d'une compétence, il y a moins de parts aléatoires. Donc ça, c'est assez prenant. Il y a toujours la même tension qu'on a avec un résultat qu'avec un jet de dés. Mais voilà, c'est un peu plus riche comme système. Et on peut influencer donc les résultats, donc il y a moins de frustration qui résulte du hasard, je pense. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne évolution. Alors la troisième évolution, c'est celle-là. Donc dans la boîte de base, on avait un plateau, une piste de temps, ça j'en ai parlé, des dés, puis on avait également des tokens. Alors les tokens, les petits jetons, c'était des jetons qui avaient une forme un petit peu anonyme. Il y en avait 4 qui étaient identiques de couleurs différentes, puis après il y avait des jetons carrés qui étaient des jetons état. Bon là, c'est toujours pareil, sauf que comme on n'a pas de boîte pour ce cycle bleu avec tout qui est mutualisé dans une boîte, et les tokens, ils représentent vraiment ce que c'est. Avant, on pouvait avoir un token bleu qui pouvait représenter peut-être de l'eau ou de l'énergie. C'est juste un token bleu. Là, on aura un dessin qui correspond à quelque chose. Parce que là, c'est le verso, et c'est marqué attention à ne pas retourner, parce que quand on dépunch ces tokens, et quand on regarde la face verso, il y a des dessins sur ces tokens. Il n'y a pas des lettres, ça représente des choses, quoi. Bon, sauf pour ceux-là, en fait, qui sont des dégâts, quoi. Et pour ceux-là qui sont des pièces. Mais pour tous les autres, ça représente des choses. Par exemple, ça, c'est pas mal de choses qu'on peut récupérer. Ça aussi, et ça, c'est plutôt des statues, en fait, les hexagones. Voilà, sans trop spoiler. Alors, on nous demande, en fait, dans le scénario, de les dépuncher au fur et à mesure. Et puis, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai réussi à les repuncher. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qu'on peut relever. Oups, j'espère que je ne vous ai pas dévoilé quelque chose, là. Il y en a un qui s'est redépunché très facilement. Voilà, je le remets. J'en ai dépunché la plupart, et puis j'ai réussi à les repuncher dans le carton. Donc ça permet de faire une sorte de reset si jamais on veut soit prêter le jeu à quelqu'un, le revendre, ou bien le stocker pour y rejouer dans X années quand on aura tout oublié. Alors ça, par rapport au cycle blanc, le concept qui ne change pas fondamentalement, c'est juste que maintenant on a des choses qui illustrent vraiment ce qu'on a. Voilà. Mais ça ressemble très fortement. On va dire que c'est la partie la moins structurante en termes d'évolution. Et puis enfin, on a quelque chose de tout à fait nouveau. Alors ça, je peux vous montrer juste. Je sais même pas, je sais jamais si c'est recto ou verso. On va dire le recto des cartes. On incarne donc des personnages, des hôtes. Et puis les hôtes, ils arrivent chaque fois en fait quand on démarre une nouvelle mission de Time Stories avec 3 types de cartes. Ces cartes-là qui sont des cartes interaction où il y a du texte en gros. Voilà, là je vous montre ça de loin. Voilà, il y a du texte. Voilà, ça spoil pas. Et puis ça, c'est une carte qu'on dévoile, c'est de l'équipement. Là, c'est une ceinture outil, par exemple. Ok. Et puis ça, c'est un flash mémoriel. C'est quelque chose qui est lié à l'histoire du personnage qu'on ne va pas dévoiler. Enfin, que la personne qui incarne le personnage va prendre connaissance de cette carte-là, mais il ne va pas la dévoiler aux autres. Et puis ça, il ne va pas les regarder. Et puis ça, en gros, c'est des éléments d'interaction entre le personnage, entre l'autre, on va dire, et puis des éléments d'histoire. Ça peut être des lieux ou souvent des personnages, on va dire. Ça peut être, par exemple, des dialogues.
Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont apporté dans cette version de Time Stories, c'est que l'expérience, elle est moins basée sur le fait de refaire des choses, de trouver les bons chemins, d'optimiser en fait le bon chemin, le côté un jour sans fin. Ça, il est plus présent. À la place, l'action, elle se concentre plus sur l'exploration et sur les personnages. Par exemple, si jamais je vais dans un lieu et que je dois parler à quelqu'un, je vais peut-être prendre un élément ou quelque chose qui va me permettre d'interagir avec cette personne. Et puis à ce moment-là, on va nous dire, ben, prenez la carte d'interaction numéro 4, et puis là, il y aura un dialogue. Du coup, si jamais c'est cet hôte qui parle, donc en l'occurrence, c'est cet hôte-là qui parle, ben, il y aura certaines choses qui vont se passer, puis si jamais vous discutez avec cet hôte-là, il y aura d'autres choses qui vont se passer. C'est-à-dire que la carte numéro 4 d'interaction de cet hôte-là, ce qui est au verso là, c'est pas la même chose que la carte numéro 4 qu'il y a ici, forcément. Les dialogues seront différents. On peut débloquer des choses de façon totalement différente. Du coup, ça personnalise beaucoup plus le jeu. On se concentre beaucoup plus, enfin, l'aspect personnage est beaucoup plus développé. C'est peut-être pour ça qu'on a un rapprochement, on va dire, peut-être un peu plus marqué avec le jeu de rôle, mais je vous dis, moi, considérez ça que c'est pas un mélange de jeu de rôle ou quelque chose d'accessible en termes de jeu de rôle. Pour moi, ça reste un jeu qui est fortement narratif. C'est comme ça qu'il faut le prendre, je pense. En tout cas, les personnages, ils sont plus centraux. Avant, on prenait connaissance de l'autre, et puis une fois qu'on avait fait un petit peu l'explication de son historique au tout début de la mission, on l'oubliait, enfin, pas complètement, hein, parce qu'on essayait de l'incarner un petit peu, nous, quand on jouait avec mon groupe, mais c'est vrai qu'on l'oubliait un petit peu, et puis on retenait surtout ses caractéristiques, on va dire, ou ses habilités spéciales. Là, le fait qu'il y ait ça, on a un petit peu plus d'empathie envers notre hôte parce qu'il vit des histoires aussi, en fait. On arrive à comprendre comment est-ce qu'il est rattaché à travers ce genre de cartes, un petit peu à certains personnages en particulier ou à certains éléments de l'univers ou de l'époque qu'on visite. Donc ça, c'est un élément en plus qui vient apporter un peu plus de richesse au jeu. Et c'est pas forcément très lourd en termes de mécanique. Donc c'est vraiment très très bienvenu, c'est vraiment super. Donc si jamais je résume, en termes de changement, au niveau des mécaniques, ce que j'ai pas aussi dit, par contre, ce que je peux rajouter, c'est que l'exploration des lieux, elle se fait pas exactement de la même façon, comme on n'a pas des unités de temps. On est beaucoup plus libre dans la façon d'explorer les lieux. Et ça peut amener peut-être... on va dire que c'est peut-être plus difficile à appréhender pour certaines personnes qui aiment quand les choses sont bien cadrées. C'est-à-dire, avant, dans la version du cycle blanc, tout est très, très bien cadré. Là, la phase principale, en gros, qui est la phase où on explore un lieu, où on va faire des jets de compétences, cette phase-là, elle est moins cadrée. Mais une fois qu'on a fait quelques explorations de lieux, on arrive à comprendre comment ça joue et on arrive à reprendre nos marques. C'est comme si on réapprenait à faire du vélo après une très très longue période. Quand on a joué au premier Time Stories, au tout début, ça peut paraître un peu bizarre, mais après, on se familiarise et puis on trouve que finalement, cette liberté, elle est bienvenue. Peut-être que pour des nouveaux joueurs, ça peut être un petit peu plus difficile à appréhender. Je sais pas, je me rends pas compte. En tout cas, la phase d'exploration, ce que je voulais rajouter, et que je n'ai pas relevé ici, c'est qu'elle est moins structurée qu'avant, elle est plus libre. Voilà. Et puis si jamais je reviens à ce que je voulais dire, si jamais je résume au niveau des évolutions, moi je trouve que par rapport au cycle blanc, cette version-là, elle est meilleure, parce qu'elle est plus mature, on va dire, parce qu'elle gomme peut-être certains défauts. Je pense qu'en termes d'ambiance, on y perd un petit peu, mais c'est pas très grave, parce que ce premier scénario qu'on a fait, il était super. Dans ce premier scénario, on se balade dans une cité sous-marine en 2099. Ça change pas mal des scénarios qu'on avait fait précédemment avec le cycle blanc. Et puis ce qui compte, c'est que même si on a moins l'impression de voyager dans le temps, il y a quand même des éléments, je vous spoil pas, qui vont rehausser cet aspect-là en fait de voyage dans le temps dans ce scénario. Mais même si on perd un petit peu cette sensation-là,
Les mécaniques, elles sont super bien intégrées dans le scénario et le scénario il se déroule de façon très, très fluide. Pour un premier scénario, c'est un très bon scénario, je trouve. Et puis nous, on a fait un petit échec en fait à la fin, mais on a quand même trouvé ça super. Donc ces mécaniques-là, je les trouve vraiment bien. Pour autant, on sent vraiment qu'il y a un changement il y a un changement. Enfin, il y a une sorte de cassure par rapport au cycle blanc. Même si c'est vraiment toujours du Time Stories, on a vraiment les mêmes sensations. Le principal, c'est ça. Et le principal, ça bouge pas. Le fait que le noyau il change, c'est quand même assez structurant. Et le feeling, en fait, c'est assez dur de décrire ça, mais on a un feeling qui est un petit peu différent. On sent qu'on joue pas vraiment à la même époque, avec la même agence. Ça, et c'est totalement volontaire, hein, d'accord. C'est des choix c'est des partis pris, hein. Donc, c'est pour dire que les évolutions, moi, je les trouve positives, je les trouve meilleures que le cycle blanc, mais il y aura peut-être pour certains joueurs une forme de nostalgie par rapport au cycle blanc. Moi, je pense qu'après 9 scénarios, c'était bien de se renouveler si jamais vous voulez continuer à sortir des scénarios pour Time Stories, même si dans chaque scénario, avant, il y avait de nouvelles mécaniques qui étaient introduites. Au bout d'un moment, ils étaient un petit peu bloqués par les règles principales. Il fallait vraiment faire évoluer les règles du jeu. Donc je pense qu'ils ont bien fait de faire ça. Alors maintenant, est-ce que je conseille à des personnes qui ont joué à ce jeu-là de, de commencer par le cycle bleu, donc ce scénario-là, ou le cycle blanc? Alors c'est un conseil qui est assez difficile à donner, mais si jamais vous comptez vous investir beaucoup dans Time Stories, bah, c'est mieux de faire le cycle blanc avant le cycle bleu. Donc je dirais commencer par le cycle blanc. Même si jamais dans ma revue, je dis que les règles ici elles sont un petit peu meilleures, je pense qu'il faut commencer par le cycle blanc. Si vous avez l'intention de jouer que quelques scénarios de Time Stories, est-ce qu'il vaut mieux jouer que quelques scénarios du cycle blanc ou que quelques scénarios du cycle bleu? Et ben même comme ça, moi j'aurais tendance à conseiller le cycle blanc. Alors que le cycle bleu a été amélioré, hein. Pour autant, comme le cycle blanc, Time Stories dans sa première version, c'est un super jeu. Moi, je recommande, même si jamais vous comptez jouer 2 ou 3 scénarios, pas plus, de quand même jouer à 2 ou 3 scénarios du cycle blanc. Même s'il faut acheter une boîte de base, je pense que maintenant, c'est très facile de trouver des boîtes de scénarios d'occasion de Time Stories. Donc, achetez peut-être plutôt le cycle blanc, simplement parce que même si jamais il a peut-être certains défauts qui ont été gommés ici, si vous abordez Time Stories avec la bonne philosophie, et ça j'en avais parlé dans la première vidéo, c'est-à-dire le plaisir que vous ressentez dans ce jeu-là, il est directement proportionnel à votre investissement en fait dans le jeu. Si jamais vous n'êtes pas impatient, si jamais vous vous mettez vraiment dans la peau de voyageur du temps, ça va augmenter, je pense, votre plaisir de jeu. Donc ça dépend beaucoup du groupe de joueurs avec qui vous jouez. Et ben, les défauts du cycle blanc, ils sont mineurs. Et puis comme je le trouve plus accessible, moi je recommande quand même de commencer par le cycle blanc. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de cette boîte-là, qui est Time Stories Experience. Oui, d'ailleurs, je disais, en fait, le nouveau cycle, d'ailleurs, il s'appelle Time Stories Révolution, le cycle bleu. Je crois que c'est peut-être le nom officiel, celui-là. Donc, je vais vous parler de cette boîte-là. Alors, cette boîte-là, qu'est-ce que c'est? Donc là, je vais faire un parallèle avec le cycle blanc, parce que ça, c'est quelque chose de nouveau, mais pas totalement. C'est aussi un petit peu une évolution par rapport à ce qui existait déjà. Quand vous jouiez à Time Stories, et encore maintenant, quand vous jouez un scénario, les scénarios sont totalement indépendants les uns des autres. On va dire peut-être sauf le dernier du cycle blanc, qu'on conseille plutôt de jouer en dernier. Mais ils sont indépendants les uns des autres. Et puis peuvent être joués dans n'importe quel ordre. Et puis si vous n'avez pas fait certains scénarios, c'est pas grave. Mais parfois, de temps en temps, sur certaines cartes, il y avait des références à d'autres scénarios. C'était comme des clins d'œil, on va dire. Mais derrière ces clins d'œil, il y avait une sorte de méta-histoire qui se profilait. On nous explique dans la boîte de base du cycle blanc le contexte avec l'agence, etc. Puis dans des cartes, parfois, on apprenait certaines choses qui étaient en rapport avec le background de Time Stories. Puis à la fin d'une mission, on avait la possibilité d'aller sur un site web et puis de lire un débrief qui permettait d'étoffer le background de Time Stories en relation avec la mission qu'on venait déjà faire. Ça, c'était pour ceux qui s'intéressaient au background du jeu.
mais ça avait absolument aucune incidence sur les scénarios qu'on jouait. C'était vraiment que pour les gens qui apprécient le jeu et qui apprécient le background, et qui veulent s'investir à un niveau un petit peu supérieur. Maintenant, pour ces personnes-là, ils ont matérialisé ça sous une forme plus ludique, on va dire, avec cette boîte-là, qui est la boîte expérience. Dans cette boîte-là, qu'est-ce qu'on a? Alors, maintenant, il ne faudra plus aller sur un site pour voir ce qui se passe entre les missions. Avant l'émission, la phase avant l'émission et après l'émission, elle sera gérée avec cette boîte-là. Donc cette boîte-là, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, c'est totalement facultatif. Comme avant, vous n'étiez pas obligé d'aller sur un site web ou de scanner un QR code pour découvrir des choses concernant le background ou bien les dessous d'une mission. Les coulisses, je cherchais mes mots, les coulisses d'une mission. Bah là, à nouveau, ça c'est totalement subsidiaire. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ça, mais vous pouvez le faire. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un livre de règles. Je vais y revenir en fait en parlant des règles en conclusion. On a une feuille de résumé. Ça, c'est une liste de savoirs qu'on va pouvoir développer. Je vais vous expliquer ça. Et puis, on a des personnages qu'on peut incarner. C'est-à-dire que maintenant, on va non seulement incarner des autres, mais on va également jouer les personnages qui font partie de l'agence, qui seront toujours les mêmes, qui eux-mêmes incarnent des autres. Alors, ces personnages-là, ils sont au nombre de 4. Et c'est les héros de ce bouquin-là. Ce bouquin-là, c'est un bouquin qui est paru entre la version 1 de Time Stories et la version 2, le cycle blanc et le cycle bleu, qui explique en fait on va dire, l'engagement de ces agents. Il est surtout centré sur ce personnage-là, Poseidon, mais voilà, ils vont former une équipe d'agents, et puis ce sera une équipe de 4. Et puis on apprend leur parcours et puis leur premier pas en fait. Voilà, on découvre comment Poseidon est recruté par l'agence Time. Et puis on apprend un petit peu leur histoire. Et puis ça fait office un petit peu de transition entre cette boîte-là, qui est la première du cycle bleu, et puis Madame, qui est le dernier scénario du cycle blanc. Ça apporte des éléments de background sur l'agence, à nouveau, si jamais vous aimiez aller regarder les rapports de mission. Si cette boîte ça vous intéresse, ce roman pourra vous intéresser aussi. Il se lit très facilement. L'histoire n'est pas exceptionnelle en fait. C'est sympa, hein, ça veut pas dire que c'est nul, c'est pas exceptionnel. Ce que le bouquin rend vraiment bien, c'est vraiment l'ambiance de l'agence. On n'y découvre pas forcément une tonne de nouvelles choses, on y découvre certaines choses, d'accord. Mais c'est surtout, ça nous montre un petit peu les coulisses en fait. Donc ça, en termes d'ambiance, c'est assez chouette. Ça étoffe le background. Voilà. Donc dans cette boîte-là, il y a les 4 agents. Et puis du coup, ben là, ces plateaux vont vous permettre d'accueillir en fait les feuilles d'hôtes que vous allez placer ici. Et puis vous allez montrer des feuilles équipement, des petites cartes équipement, vous les mettrez là, la flashcard là, et puis les cartes d'interaction. Donc parmi les petites cartes, vous les placerez ici. Voilà. Il y a également des savoirs qui sont différents pour chaque agent. Et puis, il y a des faiblesses qu'il peut accueillir, que l'agent peut gagner, et puis des compétences. Alors, comment ça se passe, tout ça? Là, il faut que je vous explique comment se passe un retour de mission. On a une molette, en fait, qui symbolise un petit peu le niveau d'alerte ou bien d'état de l'agence. Donc, quand on est au vert, tout se passe bien. Et puis, si jamais un jour on arrive au noir, ça va être la CAQ. Donc, quand vous terminez une mission, la première chose à faire, c'est découvrir un petit peu, de la même façon que vous lisez un rapport de mission, vous allez avoir des éléments de background, etc. Pardon, ça va comme ça. Donc vous allez retourner pour la première mission ici, vous allez scanner le QR code, puis vous allez lire ce qui se passe, etc. etc. Donc ça, c'est pour ajouter un petit peu de background, c'est le contexte narratif hors mission. C'est la vie de l'agence. Vous allez devoir tirer une carte d'une certaine couleur en fonction du niveau de danger, donc soit verte, soit jaune, soit rouge. Et puis s'il est noir, c'est un peu particulier parce qu'elles se prennent dans l'ordre, mais par contre les autres, vous les mélangez, elles se prennent au hasard. Alors, sur ces cartes-là, je ne vais pas les retourner pour ne pas vous spoiler, mais en gros, il y a un événement,
qui pourrait être, par exemple, il y a un problème mécanique dans l'agence, etc., etc. Il faut essayer de le résoudre. Donc, il va falloir, en gros, faire de la même façon qu'on faisait des jets de compétences, il va falloir essayer de résoudre ce problème-là. Et là, on va directement utiliser les compétences ou les savoirs, en fait, des agents qu'on a, sachant qu'on peut également recruter des agents. Donc, parmi les cartes que je vous ai montrées ici, dans le cycle, il y a certaines cartes qui représentent des personnes, qui sont des personnes qui vont pouvoir être recrutées et en gros augmenter nos savoirs. On va améliorer l'agence en quelque sorte au fur et à mesure des missions. Donc on a différents savoirs, on a des valeurs. Donc supposons que, je vais prendre au hasard. On tire une carte comme ça, il y a une panne, d'accord. Cette panne, pour la résoudre, on doit utiliser le savoir mécanique, donc on a une certaine valeur. Et puis si on a des cartes avec des valeurs, et puis je ne vais pas aller dans le détail, mais en gros, c'est un petit peu comme les cartes destin avant, mais ça fonctionne de façon différente. Il va falloir aligner ces cartes-là et puis essayer de réussir notre jet le jet de savoir, en gros. Avant, c'était un jet de compétences. Enfin, c'est pas un jet, parce qu'on pose des cartes, mais le test, voilà. Il va falloir réussir le test qui est adapté à ce qui est adapté en fait à l'événement. Et puis si on arrive, tant mieux, puis si on arrive, tant pis. Puis si on arrive, on peut diminuer le niveau de danger, puis si on arrive, c'est moyen mitigé, il peut soit rester, soit augmenter le niveau de danger. Donc c'est bien d'avoir un niveau de danger bas, parce qu'à chaque retour, ça détermine le nombre de cartes qu'on peut tirer. Il n'y en a pas plus de 9 des cartes, dire même 9 comme ça, mais peut-être 8 des autres couleurs, parce qu'il n'y aura que 9 scénarios. Il n'y a que 9 retours aussi à scanner. Donc il y aura le même nombre de scénarios dans ce cycle-là que dans le cycle blanc. Et puis, en plus d'augmenter le niveau de difficulté de l'agence, on pourra gagner potentiellement des faiblesses. Alors ces faiblesses-là, enfin des faiblesses, là je vous montre ça, ou bien des faiblesses ou des compétences, d'accord? Donc, les faiblesses, il y a différents niveaux de faiblesse. Forcément, les niveaux 1, 2, 3, ils sont moins violents que les niveaux 5. Donc, il faut éviter d'accumuler trop de faiblesses. Et puis, les savoirs, c'est ce qui est marqué ici, en gros. Et puis ça nous permet de, par exemple, repêchage, plutôt ici, etc. Tout ça, ça nous permet, en fait, d'améliorer nos agents pendant qu'ils vont faire des missions. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont fait le cycle blanc, il y avait des espèces de petits tokens allongés là en forme de. Ils étaient allongés, ils étaient planqués dans la boîte en fait, ces tokens. Et puis c'est des tokens qu'on pouvait gagner si on réussissait bien une mission, si on faisait peu de run, qui nous permettaient par exemple de tuer un monstre automatiquement, ou bien d'avoir des succès automatiques, ou bien de gagner du temps, ce genre de choses. C'est des bonus qu'on gagnait pour réussir des tests de compétences ou pour gagner du temps dans nos missions. Ça va fonctionner un petit peu de la même façon. C'est des bonus qu'on va pouvoir gagner. Alors tout ça, on y gagne en dépensant de l'Azrak, c'est-à-dire qu'en fonction du taux de réussite de la mission, on va gagner un certain nombre de points d'Azrak. On va dire que c'est des points d'expérience qu'on va pouvoir répartir. Puis ces points d'expérience, ils vont également nous permettre éventuellement de soigner des faiblesses qu'on a. Donc voilà. Maintenant, on a la partie hors mission qui est plus développée grâce à cette boîte d'expérience qui permet d'enrichir l'expérience du jeu entre les missions. Alors le principal, c'est vraiment ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Ça, c'est un plus. Voilà, c'est un plus. Si jamais vous aimez vraiment bien l'univers de Time Stories, si vous voulez, si vous aimez discuter du jeu entre les missions, si vous aimez parler du jeu, en gros, si vous aimez parler du jeu entre les parties, maintenant, vous allez pouvoir carrément interagir. Voilà. Et puis les compétences que j'ai décrites, elles sont dans ce paquet de cartes-là. Voilà. Donc ça, c'était ma petite revue, ma petite présentation et revue de Time Stories du cycle bleu. Moi, je trouve qu'ils ont amélioré le jeu à tout point de vue. Si vous aimiez Time Stories avant, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas maintenant. Donc si vous aimiez avant, vous allez forcément aimer maintenant.
S'il y a certains défauts que vous trouviez à Time Stories avant, moi je pense que ça vaut le coup de donner une chance à cette nouvelle version parce que ça gomme certains défauts. Ça apporte une ambiance un petit peu différente. Après, ça, c'est une question de goût. Mais ça gomme certains défauts. Et puis, si vous ne connaissez pas du tout Time Stories, moi, je vous recommande quand même de commencer par le cycle blanc. Voilà. Et puis ça, c'est bien, mais c'est totalement subsidiaire. Vous pouvez très très bien décider de commencer à acheter ça, puis si jamais vous voulez acheter plus tard ça, bah vous allez rattraper votre retard, parce que vous allez pouvoir prendre des notes de l'expérience que vous recevez, en gros, pour la redistribuer a posteriori. Voilà, donc un petit plus, expérience, mais pas indispensable. Voilà. Ça ne va pas non plus à changer complètement la façon dont vous voyez vos personnages, dont vous gérez vos personnages. Mais c'est intéressant. C'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Et là, comme j'ai des Kickstarter qui doivent arriver, ce sera peut-être une vidéo de déballage. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.